Clapotis. Cet épisode fait partie de la série consacrée à l'histoire littéraire. Eh bien oui, l'histoire littéraire, c'est très important dans le cadre de vos épreuves écrites et orales. Parce que savoir identifier un mouvement littéraire, connaître ses caractéristiques par les thématiques, les particularités d'écriture, est fondamental lorsque vous êtes amené particulièrement à l'écrit à construire votre fameux commentaire littéraire sur un texte inconnu. Prenons par exemple la date de 1550. Imaginons que vous la voyez sur votre sujet de commentaire littéraire écrit. Eh bien, ignorer cette date, ne pas centrer votre étude sur l'influence du contexte historique et surtout littéraire de l'humanisme, qu'est-ce que cela amènerait ? Par exemple, oublier un pan de l'analyse littéraire. Par contre, si vous êtes capable de dire les caractéristiques majeures de ces années 1550, de ce qu'a été l'humanisme, eh bien, vous allez pouvoir, à ce moment-là, orienter vos analyses de façon pertinente et sachez que cela sera d'autant plus apprécié par votre correcteur. Alors dans cet épisode, il s'agira justement de s'intéresser à un mouvement littéraire qui a marqué le 19e siècle et que vous connaissez sans aucun doute, qui est le mouvement du symbolisme. Le but est de voir dans cet épisode les caractéristiques majeures de ce mouvement, d'en voir les particularités notamment d'écriture et bien sûr ses plus grands représentants. Et qui sait, ces indications vous permettront peut-être le jour J de tomber sur un texte, d'avoir un texte de cette période-là et justement, avec ces quelques connaissances, de pouvoir faire émerger des points majeurs de ce texte d'étude. Alors, c'est parti, intéressons-nous donc à ce mouvement poétique qui a marqué la seconde moitié du 19e siècle. Vous l'avez compris, c'est donc le symbolisme. Alors le symbolisme, première chose qu'il faut savoir et qui vous permettra par exemple d'utiliser ces éléments qu'on va évoquer dans une introduction générale, il faut bien savoir que le symbolisme s'inscrit dans la lignée du Parnasse. Et donc bien évidemment, je vous renvoie à l'épisode de la série littéraire consacrée à ce mouvement qui a précédé le symbolisme. Alors ce mouvement qu'est le symbolisme s'affirme dès la fin des années 1860, pour que ça vous aide à vous situer. Et globalement, il va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Alors tout d'abord, voyons ce qui les rapproche des Parnassiens. Parce qu'on pourrait dire au même titre que le naturalisme est un petit peu la suite logique du réalisme, dans le genre surtout romanesque, on pourrait dire de la même façon que les symbolistes sont, on va dire, les descendants un petit peu des Parnassiens. Pourquoi ? Parce que, comme eux, ils s'opposent à la vision du monde qui a été développée justement par les réalistes et les naturalistes. Ils s'affirment sur le goût du mystère, la recherche d'un univers plus beau, au-delà des apparences. Pour eux, l'artiste, c'est surtout celui qui fait le lien entre le monde des réalités immédiates et celui des rêves et des idées. Et ce qui va être intéressant, et on le développera un petit peu plus en détail par la suite, c'est de voir comment ce mouvement poétique naît aussi et avant tout d'un dialogue qui a été extrêmement riche avec d'autres arts comme la peinture ou encore la musique. Et que finalement, il va traduire justement ce bouillonnement d'idées qu'on va avoir à la fin du 19e siècle, bouillonnement d'idées que vont partager plusieurs artistes de différents horizons. Alors, intéressons-nous tout d'abord aux précurseurs du mouvement. Il y a deux noms qu'il va falloir que vous reteniez, c'est Baudelaire et Verlaine. On peut les considérer effectivement comme les précurseurs du mouvement symboliste. Pourquoi ? Parce que dès 1857, Baudelaire, à travers un fameux poème que je vous invite à lire, qui s'appelle Correspondance, souligne cette idée du lien qu'il doit y avoir entre le monde sensible et celui des idées. Et on l'a vu tout à l'heure, c'est une des caractéristiques des poètes symbolistes. Et puis Verlaine, à son tour, un peu plus tard bien sûr, va lui aussi développer cette idée qu'il faut privilégier la création d'une atmosphère liée aux impressions, aux sensations, qui d'ailleurs sont souvent des sensations fugitives. Et donc on peut dire que Baudelaire et Verlaine, tous les deux à leur façon, vont être comme des maîtres qui vont inspirer cette génération de jeunes poètes.
Tant et si bien que nous sommes en septembre 1886, un jeune poète du nom de Jean Moréas, retenez son nom quand même, hein, va publier dans le journal Le Figaro un article intitulé «Un manifeste littéraire». Et cela pourrait paraître anodin, cet article, mais en fait, dans cet article, il va expliquer tous les principes du mouvement symboliste. Alors vous allez me dire, première chose qu'il faut retenir et qu'explique Jean Moréas, le symbolisme s'oppose et doit s'opposer à la représentation réaliste du monde. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Et donc, puisque l'on s'oppose à la représentation réelle du monde, on va privilégier quoi? Eh bien, le recours aux symboles, d'où leur nom. Alors, le symbole permet de faire le lien entre le monde des idées et le monde réel. Ce qui est intéressant, c'est si on se réfère au terme symbole, qui à l'origine désigne littéralement un objet, écoutez bien, un objet coupé en deux et dont les deux parties ont été éloignées l'une de l'autre. Alors en quoi consisterait l'écriture poétique? Et surtout l'écriture poétique symboliste? Eh bien, elle consisterait à réunir ce qui a été séparé. Et donc les symbolistes vont revendiquer une vision idéaliste du monde, issue aussi entre autres de l'Antiquité. Ils vont considérer qu'il y a un monde supérieur qui est invisible, seulement accessible par la pensée, et en fait le réel n'est qu'un pâle reflet justement de cet idéal, et quel serait à ce moment-là le rôle de l'artiste, vous commencez à comprendre, eh bien l'artiste a comme mission de tenter, à travers des images, des symboles, d'atteindre cette réalité supérieure. Vous allez me dire, quelle belle mission, mon Dieu que c'est complexe. Et d'ailleurs, Mallarmé écrira la phrase suivante: un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. Et c'est bien souvent ça qui pose problème, justement, à la lecture des poèmes symbolistes, c'est cette opacité du sens. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, vous creusiez un petit peu la réflexion pour comprendre ce qu'ils veulent véritablement dire. Alors, ce qui caractérise ce mouvement, et ça, il faut le retenir, c'est une idée très forte chez eux, au regard de tout ce que l'on vient de dire précédemment, il y a cette idée forte que le poète devient alors un voyant. Cette expression est bien sûr d'un poète que vous connaissez de nom, qui est Rimbaud. Le poète est voyant, pourquoi? Parce qu'il est à la recherche d'une face cachée des choses. Il doit décrypter ce que n'arrive peut-être pas et ce que n'arrive pas à faire le commun des mortels. Cette idée du poète voyant va se retrouver dans les thèmes privilégiés. Il y a la thématique de l'ailleurs, la spiritualité, le mystère, l'imagination, les rêves, l'idée d'une quête d'un idéal face à un caractère décevant et limité de la réalité. Et donc vous allez avoir très souvent chez les poètes symbolistes cette idée de la méditation, la rêverie, qui sont les seuls moyens pour atteindre ce monde idéal. Autre chose récurrente qui se retrouve dans les poèmes symbolistes, la thématique de la pureté et du blanc, qui se retrouve très souvent dans les paysages évoqués par les symbolistes. On a des paysages de neige, des nuages, le brouillard, aussi d'ailleurs le cygne, hein, qui est l'animal qui va symboliser cette pureté de l'art, loin de l'univers trivial des écrivains réalistes. Et bien souvent, la tristesse des paysages traduit chez eux d'ailleurs cette idée de l'accablement qui est provoquée par l'ennui ou l'idée de quelque chose qui est inaccessible, impossible, d'ailleurs comme l'amour. Et donc, qui dit poésie aussi symboliste, dit poésie qui va privilégier les images. Notamment, vous allez avoir de nombreuses métaphores ou d'allégories présentes dans leurs poèmes. Pourquoi? Parce que aussi, et ça rejoint ce qu'on disait précédemment, l'image va devenir le symbole que le lecteur est invité à déchiffrer. Tout est dans l'art de la suggestion chez les symbolistes. Il y a cette idée de suggérer, voire aussi de dérouter le lecteur par tout un vocabulaire étrange. Et l'idée, justement, c'est d'inviter ce lecteur à partir vers cette quête du mystère. Et donc, ça aussi, vous avez un poète que vous devez connaître qui s'appelait Stéphane Mallarmé, qui va reprendre cette idée, justement, du déchiffrage par le lecteur, le déchiffrage du sens.
Et donc, il y a bien cette idée chez les symbolistes de la création d'un nouveau langage poétique qui va s'éloigner des conventions, académiques. Pour eux, ce qui compte avant tout, c'est d'inciter à la rêverie, à la méditation pour, justement, heu, aller vers ce fameux idéal. Et donc et c'est ça aussi qui fait la difficulté des poèmes, symbolistes, c'est que vous avez souvent et là vous rejoignez le côté parnassien, hein, vous avez souvent des termes rares utilisés par les poètes, des symboles, des tournures recherchées, avec cette idée, toujours pareil d'une quête, pour aller au-delà des apparences, découvrir le sens caché du monde. Et donc, de façon logique, par rapport aux formes poétiques qu'ils vont privilégier, on va souvent avoir le poème en prose, le poème en vers libre, loin des contraintes de la versification. Et le but, c'est d'entraîner la poésie quelque part vers une sorte d'hermétisme, quelque chose qui va justement être mystérieux. On va, privilégier donc les mots rares, une syntaxe disloquée et donc vous commencez à comprendre, c'est presque comme un jeu de pistes, vers lequel vous invitent les poètes. Alors vous avez 2 comportements et 2 attitudes, soit le retrait et à ce moment-là vous refusez de rentrer dans cette lecture complexe ou autre attitude, bah, c'est de partir vers ce côté mystérieux et essayer de déchiffrer cette composition. Composition qui d'ailleurs, et c'est volontaire de leur part, est presque comme une sorte de composition musicale. Et vous vous souvenez, au tout début, nous avions dit, les nombreuses connexions qu'il y avait avec les autres arts comme la musique. Eh bien oui, parce que pour les symbolistes, ce qui compte aussi, c'est de créer presque une sorte de composition musicale où vont primer le rythme, la mélodie, le travail sur, les sonorités. Et ça aussi, si vous tombez sur un texte, poétique, symboliste, montrez bien cette importance presque comme si on avait affaire à une partition de musique qui se déroulait petit à petit sous nos yeux. Avec tous ces éléments-là, vous comprenez bien que l'objectif des symbolistes, c'est quelque part de créer ce qu'ils ont appelé une sorte d'art total. Art total, pourquoi? Parce qu'il unirait tous les arts, toutes les composantes artistiques comme la peinture, l'écriture, la musique et la danse. Et c'est pour ça que vous allez avoir, cette, influence et cette importance d'un grand musicien allemand que vous connaissez de nom, qui est Richard Wagner et qui va influencer cette idée justement de créer cet art total. D'autres artistes comme Fauré, Debussy, Ravel vont d'ailleurs mettre en musique de nombreux poèmes de Verlaine ou encore de Mallarmé. Alors, avec tout ce que l'on vient d'évoquer, vous voyez bien toute la richesse, mais aussi la complexité des poèmes symbolistes. Il ne faudrait pas pour autant que ce que l'on vient d'évoquer vous amène à vous dire qu'il ne faut absolument pas que vous tombiez sur un texte poétique symboliste. Bien au contraire, moi ce que je vous donnerais comme conseil, c'est après avoir assimilé un petit peu toutes ces caractéristiques générales, c'est d'aller justement voir certains poèmes de ces auteurs qu'on a évoqués, comme Rimbaud, Verlaine, Mallarmé et les précurseurs, hein, qu'on a évoqués comme, par exemple, Baudelaire. Allez voir justement certains de ces poèmes pour vous familiariser déjà avec l'écriture et essayer de voir comment ces thématiques, ces formes poétiques se retrouvent dans ce que l'on vient d'évoquer. Partez justement à la découverte de certains de ces poèmes, au gré, des pages de vos livres, de vos manuels, qu'ils soient numériques ou pas. Allez voir quelques poèmes de Baudelaire, de Rimbaud, de Verlaine ou encore de Mallarmé, afin de mesurer justement toute la richesse de ces poèmes symbolistes. Et peut-être que certains vers vous resteront dans la tête, comme celui de Verlaine, hein, la cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte, un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Et en essayant de retenir justement ces quelques vers, vous pourrez les intégrer aussi bien dans un commentaire littéraire, si bien sûr c'est l'analyse qu'on vous demande de faire, comme dans certains sujets de dissertation. Alors bien sûr, pour vous aider à assimiler toutes les notions que l'on vient d'évoquer dans ce podcast, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez les infographies, les 2 infographies qui accompagnent celui-ci. La première qui est les repérages chronologiques et la seconde qui vous résume justement tout ce que l'on vient de vous dire en intégrant quelques citations célèbres à retenir chez ces poètes symbolistes.
Mais d'ici là, je vous donne bien sûr rendez-vous pour de nouveaux épisodes consacrés à la série Histoire littéraire et aussi n'hésitez pas à aller vers les autres séries consacrées justement aux différentes thématiques que vous devez connaître dans le cadre de vos épreuves écrites et orales. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.